Bonjour à vous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le thème de l'astrologie sidérale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Valérie Lagriffoul. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Alors, toi, je t'ai découvert à travers mes recherches, parce que quand j'ai eu vraiment l'envie de lancer cette série sur le zodiaque et l'astrologie sidérale, je suis partie à la recherche d'astrologues. Et ça a été très, très compliqué d'en trouver quelques-uns, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Mais je suis tombée sur toi, sur ton groupe Facebook, et donc j'ai communiqué avec toi. Et on a fait un premier échange. Et dans cet échange, j'ai appris que toi, l'astrologie, t'es un petit peu tombée dedans quand tu étais petite. Oui, comme Donc, Obélix. voilà, comme Obélix, la potion magique. Mais tout d'abord, et ça, tu vas nous le raconter, tu as bien entendu rencontré l'astrologie tropicale et puis un beau jour, comme c'est bien souvent le cas, tu as découvert l'astrologie sidérale. Ça a révolutionné ta vie et ta pratique de l'accompagnement parce que toi, tu accompagnes les personnes dans une perspective de développement personnel. Et donc, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Donc, avant tout, qui es-tu, Valérie, et comment es-tu entrée dans l'astrologie? Me présente, je m'appelle Valérie. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je dis que j'ai toujours beaucoup de chance. Je suis une enfant des étoiles. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai que c'est mignon, mais c'est vrai. D'abord, j'ai grandi dans une famille où on était ouvert à tout ça. Ma mère était passionnée d'alchimie, de magie, d'astrologie aussi, mais elle n'a pas été aussi loin que je suis allée moi. Mais elle pratiquait les tarots, elle croyait aux extraterrestres et tout. Donc elle était vraiment dans une mouvance dans les années 50-60 où, bon, elle passait pour une illuminée dans sa famille, mais c'est pas grave. L'avantage d'avoir ce genre de maman, c'est qu'on peut avoir accès à une certaine littérature et poser des questions et on n'est pas rembarré. Donc j'ai eu cette ouverture. Toujours grâce à ma maman, quand j'étais toute petite, là, je marchais à peine. J'ai un souvenir, je devais avoir 2 ans. Voilà, si je marchais, mais j'avais 2 ans. Donc je suis née dans le sud de la France, à Nice. Et je me souviens, c'était un été, donc elle m'avait fait prendre un bain de minuit. Voilà, il y avait un feu, il y avait des amis à mes parents qui jouaient de la guitare, il y avait un barbecue, etc. Puis elle m'avait fait prendre un petit bain de minuit. Puis elle m'avait emmitouflé dans une serviette et elle m'avait couché et il y avait la voûte étoilée. Et j'ai cette image qui s'est vraiment gravée. Je regardais, je voyais, c'est des diamants dans le ciel. Toujours, quand je regarde les étoiles, j'ai l'impression d'avoir des rivières de diamants. Et c'est magique, c'est une richesse incroyable. C'est même plus beau que les vrais diamants parce que finalement, c'est que de la matière. Là, c'est une infinie de possibilités. Donc, ça m'a toujours porté. Et je dis qu'après le visage de ma mère, les étoiles sont mon deuxième grand amour. Voilà. Waouh, Ouais, ouais, c'est ce que je dis. c'est beau. Donc, curieuse, j'ai eu cette liberté et très tôt, je me souviens à l'âge de 9 ans, je me posais déjà beaucoup de questions. J'avais fait des liens. Par exemple, le caractère de mon père, le caractère d'une de mes tantes, ils étaient, alors, à l'époque, moi, je pensais naïvement que c'était des Gémeaux. En réalité, maintenant, je sais qu'ils étaient tous les deux des taureaux, nés sous la constellation des taureaux, et finalement, c'est beaucoup plus logique. Mais j'avais vu des regroupements, j'avais déjà fait des regroupements. J'avais aussi une institutrice j'étais en classe de CM2, donc c'est pour ça que c'est l'indicatif qui me dit que j'avais 9 ans de CE2, pardon. J'avais 9 ans à cette époque-là. Et j'avais vu qu'elle avait aussi ce même côté pétillant que je retrouvais chez ma mère et j'ai dit, mais c'est quand même troublant. Alors pour moi, à l'époque, bon, je les appelais les Gémeaux, mais ils avaient ça en commun. Et après, je n'ai eu de cesse, donc j'ai grandi, hein, toujours à rechercher, poser des questions, je n'ai eu de cesse que de me procurer de la littérature, en tout cas tout ce que je trouvais, hein, qui me tombait sous la main, concernant l'astrologie. J'y mettais tout mon argent de poche. Mm. L'étape suivante, ça a été, parce que j'ai un esprit quand même scientifique, c'est comment monter un thème astral. Je voulais pas me contenter, je voulais le faire. Je voulais avoir Donc je m'étais acheté d'occasion, je me souviens chez Gibert, la table des maisons, les éphémérides, etc. pour le faire par moi-même et étudier. Quand j'étais en cours, des fois je m'ennuyais en cours, je dessinais sur mes cahiers les glyphes des planètes, les glyphes des signes. C'était mon univers, c'était ma passion. Et mes copines me connaissaient aussi pour ça. Quand elles avaient des questions, elles venaient me poser des questions sur leur signe astrologique, etc., etc. Bon, voilà. Après, ça c'est le côté adolescent. Après, les choses sont devenues un peu plus sérieuses. Mais j'en ai pas fait. Au départ, c'était pas une profession, c'est toujours été ma passion.
C'était ma passion. D'ailleurs, je voulais devenir astrophysicienne, moi, quand j'étais jeune. Et j'ai commencé un cursus de sciences. Je voulais vraiment travailler avec les étoiles, mais dans tous les sens du terme. Bon, je suis passionnée par la physique et par la physique quantique et par tout ce qui se passe au niveau de la structure de la matière. Ça m'a toujours fascinée. Donc, j'adorais ça. Mais finalement, la façon dont je pense, alors j'ai eu un sentiment d'échec parce que j'ai dû changer de voie, hein, j'ai quitté la fac et tout parce que il y a un truc qui collait pas, c'était pas aligné. Bon, j'ai fait autre chose, voilà, j'ai appris un métier, je travaillais, mais pas d'astrologie. Je le faisais juste de façon occasionnelle pour les gens que je rencontrais, des fois deux, trois fois comme ça, on m'a demandé des thèmes, mais ça n'était pas mon métier. C'était pas un métier pour moi. Un métier, c'était être comptable, gestionnaire, machin. Ça, c'est un métier. Astrologue, c'est pas un métier. Alors, en plus, j'avais une image du chapeau pointu, Madame, on m'appelait Madame Irma. Je ne supportais pas ça parce que pour moi, c'était très sérieux. Donc, c'était pas, bref, plein d'images, plein de préjugés. Bah, il a fallu quand même énormément d'années, des changements de vie qui n'étaient pas du tout liés à l'astrologie, mais finalement, j'ai quitté la région parisienne, j'ai quitté mon métier, etc. J'ai complètement changé de vie et il a fallu retrouver du travail. Ça a été une vraie galère. Et j'ai eu la chance de croiser des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont permis de faire des petits cours d'astrologie, etc. Donc, alors, pas de quoi en vivre, hein. Non, c'était vraiment, c'était, on va dire, voilà, marginal. Mais ça m'a permis, moi, de véritablement m'aligner avec quelque chose que j'ai toujours aimé faire, même dans mes autres métiers qui n'ont rien à voir, c'est transmettre. J'adore transmettre, j'adore enseigner, j'adore quand j'ai une information, un truc, créer du lien, créer du réseau, partager, c'est vraiment un sacerdoce, j'ai envie de dire. Et donc, de fil en aiguille, ces rencontres m'ont permis d'intégrer une entreprise dont je ne parlerai pas, c'est mon ancien employeur, qui recherchait à l'époque quelqu'un qui savait écrire, ce qui était mon cas, et qui connaissait l'astrologie. Ils avaient besoin d'une rédactrice pour faire des horoscopes, des choses comme ça. Bon, donc j'y suis restée 6 ans. Euh, Très à l'étroit par rapport à la pratique de l'astrologie et surtout j'étais toujours dans le tropicalisme. Mais durant ces années-là, à force d'en faire, hein, j'en faisais tous les jours. Bon, pas comme j'en fais aujourd'hui et pas avec l'alignement de mon âme, mais j'ai fait des prises de conscience. J'ai eu des prises de conscience en rédigeant des textes, en me disant il y a un truc qui ne colle pas rond. Et ça correspond également à la rencontre à l'époque que Patrice Bourriche avait un groupe Facebook, une page Facebook où il présentait son travail. J'étais tombée dessus. Je devais faire un article d'ailleurs sur l'histoire de l'astrologie et je recherchais du matériau pour mon ancien employeur et très peu de matériaux en fait disponibles. Alors si il y a Boucher-Leclerc, c'est l'astrologie grecque où tu as effectivement un énorme pavé qui a été réédité où tu as du matériau. Et je tombe sur les bouquins de Patrice Bourris, l'histoire secrète de l'astrologie. J'ai dit, ah bah ça c'est génial, je vais avoir de l'info pour mon rédiger mon article. J'ai acheté les deux premiers, le troisième n'était pas encore édité. Et là, déjà que j'étais ébranlée sur certaines choses, là, ça a été une gifle. Et ça a remis, comme on dit, l'église au milieu du village, où elle avait pendu l'heure. Alors, déjà, la compréhension de l'histoire, la compréhension de pourquoi, depuis quelque temps, quand je faisais de temps en temps une révolution solaire ou un petit travail, je tombais à côté. Mais pour les autres, ok, mais également pour moi, parce que je faisais moi-même mes révolutions solaires. Je tombais à côté, j'avais toujours un décalage d'un an, etc. Et même des gens me disaient, mais écoutez Valérie, vous vous souvenez ce que vous m'aviez dit? Ben en fait, c'est arrivé cette année, pas l'année dernière. Je dis, mais pourquoi tout est décalé? Pourquoi? Mais alors le pourquoi, c'est à se taper la tête contre les murs. J'ai dit, mais ça ne marche pas. Or, ma passion, c'était vraiment ma passion. J'ai dit, mais tout ça, c'est des conneries. Je me mens à moi, et pire, je mens aux autres. Et là, j'ai tout voulu, mais c'était entre 2017 et 2018, j'ai tout voulu foutre en l'air. J'ai tout voulu jeter, mes bouquins, mes machins. Je dis, mais c'est des conneries. Finalement, c'est du bullshit. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'au contraire, j'en ai jamais autant fait d'astrologie, de vraie astrologie, que depuis ces dernières années. Hélas, je reviens un petit peu en arrière d'une rencontre avec le conjoint d'une de mes thérapeutes quand j'étais en région parisienne. Parce qu'à l'époque, je sentais que j'étais dans une société de gestion, je travaillais dans la bourse et tout ça. Ok, voilà, je gagnais ma vie, c'est bien, mais qu'est-ce que j'étais pas à ma place, quoi. J'ai l'impression d'être larguée au milieu de nulle part. J'ai dit, mon âme était en détresse. Donc je cherchais véritablement ma voie. Et c'est pour ça que d'ailleurs je me suis formée à la PNL, etc., l'hypnose ericksonienne, au coaching de vie, etc., parce que l'accompagnement me semblait être une voie naturelle pour mon profil.
Mais pas en astrologie, bizarrement. J'avais jamais pensé le faire en astrologie. Pour moi, c'était pas sérieux, c'était une passion. Voilà. Et là, je rencontre son compagnon, elle m'envoie chez lui, il me dit, écoute, c'est sa spécialité, la compagnon, voilà. Je rencontre son compagnon, et puis, j'avais fait une plaquette où je lui disais, bah voilà, je fais de l'astrologie, et puis il prend la plaquette et je le vois s'électrifier. Il me dit, mais c'est ça, vous êtes faite pour ça? C'est votre chemin d'âme qui me dit. Je dis, ah bon? Ah bon? Et puis, vu comment ça ne se développait absolument pas, c'était anecdotique. Je dis, mais attends, je boufferai pas avec ça, il me faut un vrai travail. Mais très sérieux. Et là, je sais pas comment on en est arrivé là. Me retrouve dans un état modifié de conscience et j'ai une vision où je vois, mais vraiment, hein, c'est vrai, hein, ça, je l'ai vécu, la voie lactée se déverser par mon chakra coronal. Tu sais, comme si les étoiles, elles tombaient, elles me traversaient comme ça. Mais là, vraiment, hein, c'est magnifique. Mais magnifique. Et j'entends comme un message, comme si elle me parlait, elle me dit, tu es là pour être notre porte-parole. Et me voilà réveiller porte-parole des étoiles. Je dis, mais je fais quoi avec ça? Je suis venue chercher un vrai métier. Dans le tropicalisme, non, ça n'a jamais marché. Mais quand j'ai disjoncté quelques années après, plus de 10 ans après, j'ai disjoncté et que je me suis dit, mais c'est des conneries. Et que finalement, ça a été la rencontre. J'ai fait un test avec, comme l'expliquait d'ailleurs l'astrologue que tu as reçue hier, là, dans la précédente vidéo, elle expliquait que elle a remis sa carte du ciel en sidéral. Et là, effectivement, l'ego s'est mis de côté et c'est comme une vérité qui s'est imposée à moi. Mm. J'ai refait toutes mes études, tout mon thème, et je dis, mais oui, alors, justement, laissons l'ego de côté, hein, qui s'imagine, voilà, Calimero. Revenons à des faits, à des fondamentaux, des basiques, revenons au réel. J'aime Mm. bien revenir au réel. C'est une approche un peu plus scientifique, un peu plus. Et ça évite de partir en vrille. Et là, j'ai dit oui. Alors, la pratique, elle a commencé, c'est que dans les thèmes karmiques, je suis passée en sidéral dans les thèmes karmiques. Et c'est en début 2018, je fais la rencontre d'une femme. On était à une conférence à Nice sur justement l'astrologie, etc. Je suis venue écouter, c'est un monsieur, un rabbin, qui parlait de l'astrologie par rapport au judaïsme et tout ça, donc c'était très intéressant. Et je lui pose une question et je dis que je suis astrologue. Cette femme vient vers moi à la fin, elle me dit, écoutez, j'ai entendu que vous étiez astrologue, je voudrais que vous fassiez le thème de ma fille. Elle avait une ado et j'ai dit OK. Et là, je me retrouve face à ma copie et dans l'impossibilité de lui faire une analyse anthropicale. Je ne pouvais pas le faire. J'étais comme coupée en deux, mais je suis restée plusieurs jours presque à dire à cette femme, non, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que et là, je dis non, je fais un test et je lui ai fait l'analyse en sidéral. J'ai pris un engagement écrit et j'ai dit que si jamais elle n'y trouvait pas son compte, je m'engageais à refaire, pour rien du tout, le même travail en tropical. Et sa mère m'a répondu quelques semaines après et m'a dit, je l'ai donné à ma fille, elle l'a lu, mais dit, mais, et la réaction de cette jeune ado, c'était, il est impossible, sans connaître une personne, de la décrire avec autant de précision. Et ça a été comme un feu vert Mm. pour abandonner toutes mes réticences, de l'ego, du mental. J'ai dit, mais et de me lancer et de ne faire mes études qu'en astrologie sidérale. Moi, j'ai envie de te poser une question parce qu'en fait, j'ai pu observer qu'il était assez difficile, assez complexe de bien comprendre la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Et donc, la question est, comment toi, à travers ton expérience, à travers tes mots, tu pourrais expliquer cette différence? Au départ, l'astrologie, comme tu le dis si bien à chaque vidéo d'ailleurs, c'est le discours sur les astres. Donc, ça part c'est une science multimillénaire, hein, très ancienne, et comme le disait ta précédente invitée, certainement encore bien antérieure. On peut remonter à la Lémurie, etc. Et j'en suis convaincue, parce qu'il y a un lien avec les Pléiades. Les étoiles qui sont derrière moi, c'est les Pléiades. Lien avec la Lémurie et les Pléiades, et je suis sûre que l'enseignement est originaire de la Lémurie. Voilà. Maintenant, on peut pas le prouver, c'est difficile. Peut-être qu'un jour, on sait jamais. Faut jamais dire jamais. Donc, c'est un enseignement multimillénaire qui est, au départ, axé sur l'observation des conséquences de ces petites choses lumineuses qui se baladent dans le ciel sur la vie des hommes. Alors, la vie des royaumes, hein, on s'occupait pas des descendants et des pèlerins ça n'intéressait personne. D'ailleurs, même aujourd'hui, pourquoi
le sidéralisme est une niche dans lequel quelques nantis initiés se lancent, mais c'est réservé et c'est pour ça que c'est pas diffusé parce que le bon peuple doit se contenter des horoscopes de France Dimanche ou voilà ou des journaux féminins faits par des stagiaires parce que ça c'est juste bon pour eux. Mais bon, donc au départ c'était fait pour les royaumes et les seigneurs, les princes, les rois. Donc, on leur bâtissait des horoscopes et alors, effectivement, peut-être moins individuel que pour un collectif. Donc, c'était axé et l'astrologue avait la mission de décoder le langage des dieux parce que ces petites lumières dans le ciel étaient d'abord des divinités. D'où Mm. cette astrolatrie, voilà, cette révérence qui est un petit peu too much, même s'il faut respecter ces énergies absolument magnifiques. Mais c'était d'abord interpréter la volonté des dieux. D'accord. Progressivement, il y a eu un affinage de l'interprétation des événements observés, qui ont été référencés, qui ont été notés dans les fameuses tablettes d'argile. On en a conservé quelques-unes grâce à Dieu, mais beaucoup de ce matériau a été perdu. C'est normal. Toutefois, le fait est que sur les siècles, voire les millénaires, une observation des conséquences, certains aspects redondants, il y a des grandes conjonctions qui sont, comme on va voir là en 2025, on va revivre ce qui a lieu tous les 35 ans environ, la rencontre de Saturne-Neptune, c'est événementiel, tous les 35 ans. Donc finalement, ça, c'est répertorié et c'était sur les royaumes, quelles conséquences ça avait. Avec ce matériau, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une corrélation entre ce qui arrivait aux mortels, au royaume, aux princes, et puis à leur population, bien évidemment, et les phénomènes astrologiques. Donc il y a vraiment une corrélation entre phénomènes célestes et manifestations terrestres. Ça, c'est la base de l'astrologie. Et c'est comme ça qu'elle a évolué, qu'elle a été affinée. Alors au départ, on avait un proto-zodiaque, on n'avait pas les 12 constellations, voilà, mais progressivement, les groupes d'étoiles ont pris toute leur cohérence et ont donné un matériau qui a été transmis. Il y avait des écoles, bien évidemment, les Chaldéens ont diffusé leur savoir. Ça s'est diffusé en Inde. L'Inde a gardé justement cette sidéralité, a gardé à travers le Yotish. Ça s'est diffusé effectivement grâce à Alexandre le Grand et ses troupes, ça s'est un peu diffusé dans tout le bassin méditerranéen. Donc l'héritage a été partagé et il s'est un petit peu incorporé aux traditions égyptiennes, etc. Alors, La je saisonnalité, voudrais te poser une question, enfin, oui, pour préciser quelque chose, c'est-à-dire que quand on observe le ciel, finalement, on observe dans la bande zodiacale, c'est-à-dire ce qui est visible à partir de la Terre, le mouvement des planètes, donc celles qui sont visibles à l'œil nu et qui vont jusqu'à Saturne, parce que Saturne est la ouais. dernière planète visible à l'œil nu. Les autres, Neptune, Uranus, Pluton, ont été découverts extrêmement récemment par rapport à l'histoire de l'astrologie. Et Par que, en rapport à l'histoire des Occidentaux, je vais revenir fait, dessus. ouais, Les d'accord. Occidentaux, Et voilà. Et donc, l'observation du déplacement des étoiles, et en fait, à la base, on observait leur passage à côté des étoiles fixes. ouais, C'est-à-dire fixe. que, à la base, on prenait en compte vraiment les étoiles fixes, et tel que tu le dis si bien, les étoiles, elles reflètent la lumière, Ouais. et que la vie passe par la lumière. Tout ce La qui vie passe et par la lumière, la transmutation de la matière également passe par la projection de lumière. Tu changes la matière en envoyant de l'énergie de la lumière. voilà. Et donc ça, c'est vraiment spécifique à ce premier zodiaque que certains appellent le vrai zodiaque, c'est-à-dire qu'on prend vraiment en compte les étoiles qui brillent dans le ciel, parce que le zodiaque sidéral a cette spécificité, c'est que elle va prendre en compte les constellations qui ont été divisées en 12 parties et Ouais. dans lesquelles il y a à chaque fois l'étoile la plus brillante La, de la princi- constellation. la Ce qui n'est pas principale du tout le étoile, cas, ce qui n'est pas ouais, du tout le cas du zodiaque tropical qui lui il n'y a pas fonctionne d'étoile complètement dedans. différemment. Il n'y a pas d'étoile dedans. Alors, au départ, le zodiaque tropical, on doit aux Grecs, c'est Hipparque, c'est, je crois, environ 200 ans avant Jésus-Christ. Et à l'époque, en 200 ans avant Jésus-Christ, effectivement, il y avait une coïncidence entre la constellation du Bélier et le début du printemps, le point vernal. C'est-à-dire que, alors, c'était pas zéro du Bélier, mais c'était quelques degrés du Bélier. Donc, il y avait une coïncidence, et c'est vrai que l'idée de
donner un début et une fin au zodiaque n'était pas idiot, ça permettait de se référencer parce que finalement là c'est une voûte infinie, hein. Vas-y, il va mettre un début, une fin. Et donc les Grecs étaient des grands mathématiciens, ça on peut au moins leur reconnaître ça. Et donc grâce à Hipparque, c'est son idée donc de mettre le point de départ, le point gamma enfin, au début du printemps. Mais le printemps. Et comme le dit si bien Patrice, il me semble, ça c'est encore une vision platiste du monde, le tropicalisme. C'est considérer la Terre plate. Pourquoi? Parce que le début du printemps, c'est où? C'est dans l'hémisphère nord, c'est dans le bassin méditerranéen. Oui, effectivement, c'est le début du printemps, le 21 mars, aux alentours. Alors effectivement, il y a un peu plus de 2000 ans, ça coïncidait. Mais cette vision du monde, de dire la Terre est plate et on est le centre du monde, c'est quand même un peu gonflé. C'est comme si le reste du monde n'existait pas. Alors que dans le zodiaque sidéral, il se fout qu'on soit à Buenos Aires ou qu'on soit à Reykjavik. Le ciel, il est le même. Les positions, elle est la même. T'as pas besoin de te dire, oui, printemps, vous êtes ci, vous êtes ça, mais chez nous, dans le Nord, le gars qui est né le 3 mai en Argentine dit, oui, c'est le printemps, vous êtes un taureau, vous jouissez de la vie. On grelotte hein, en Argentine le 3 mai. C'est l'automne, hein. Plus Et du donc, décembre. le zodiaque sidéral, l'astrologie sidérale est une astrologie universelle qui Oui, fonctionne quel que soit l'endroit où on habite. absolument, n'importe quel point de la Terre. Alors évidemment, c'est encore quelque chose qui est géocentré, on se prend pour le centre du monde, mais finalement, c'est la vision qu'on a du monde, c'est notre réalité, c'est de notre point de vue, et on sait que toute l'expérience humaine est une expérience subjective, et il n'y a aucun souci Subjective avec ça. et qui a un début et une fin, d'où l'importance pour l'être humain d'avoir mis un début et une fin, alors que sur un plan plus subtil et plus global, on sait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'infini qui nous Oui, traverse et oui, qu'il n'y a pas que le fini. Donc on est tricoté, traversé par ces deux dimensions. tout à fait. Il faut vivre avec, il faut accepter de vivre avec. Alors, quel merveilleux instrument pour être guidé, pour comprendre notre chemin d'incarnation. Euh, Alors, donc, pour juste finir par rapport aux différences tropicales sidérales, c'est qu'il y a effectivement 2300 ans, les deux coïncidaient. Mais depuis 1800 environ, ça ne coïncide plus du tout. C'est-à-dire que le 21 mars, depuis l'an 221 environ, en prenant l'Ayam Nassa Fagan Bradley, voilà, donc avec une correction qui est aujourd'hui d'environ 25 degrés, en fait, à peu près après 221 après Jésus-Christ, le 21 mars, le soleil ne se levait plus déjà dans le bélier depuis, voilà, ça a arrêté. Il commençait à se lever dans les étoiles du poisson. Donc, c'est la fameuse ère du poisson, accessoirement, hein. Donc, on prend dans l'hémisphère nord, au moment de l'équinoxe, quelle est la position, ou dans quelle constellation va se lever le soleil, pour déterminer dans quelle ère astronomique nous nous trouvons. Or, donc, nous sommes toujours, et encore pour un certain nombre de siècles, dans l'ère du poisson. Ça aussi pour dégommer un truc New Age que je ne supporte plus, et qui me fait vraiment bondir, même de l'acidité gastrique, c'est que non, l'ère du Verseau, c'est pas pour tout de suite, n'en déplaise, même si on va vivre des changements. On prépare, mais c'est On pas pour tout de prépare, suite. on prépare. Mais là, on doit encore finir pendant quelques centaines d'années l'ère du poisson, l'ère de la manipulation, l'ère du sacrifice, etc. On doit encore bien décontaminer l'humanité de toutes les énergies du poisson pour, Et puis surtout, l'ère de l'explosion des frontières et du no limite, hein, oui, oui, qui oui, caractérise tellement notre culture d'aujourd'hui. Hein. On oui, est dans tout le à fait. trans. Hein. Et c'est même très excessif, hein. Oui. Effectivement, on est sur la fin, mais c'est là où ça devient plus dangereux. On a tous les excès. On a vraiment tous les excès. Bon, donc ça, c'est la parenthèse pour l'ère astronomique, qui est pas un concept New Age, une ère, hein. Si les gens vont nous écouter, ça n'a rien de New Age, c'est astronomique. C'est concret. Bref. Donc, effectivement, n'ont été gardés dans le vrai dans le zodiaque, d'ailleurs, qui va même servir aux tropicalistes, soyons honnêtes, que les 12 constellations qui ont leur étoile principale dans la bande de l'écliptique. L'écliptique est dans la zone, le cercle enfin, sur lequel circule le Soleil et le système solaire, donc les planètes. Et sur cette bande de l'écliptique, alors c'est une bande, donc ça veut dire qu'il y a 8 degrés et demi nord, 8 degrés et demi sud, donc c'est une bande d'environ 17 degrés. Et les constellations qui ont leur étoile principale sont considérées.
c'est pour ça que Ophiuchus n'est pas considéré le serpentaire. Bon, il Mm. a une étoile, c'est vrai que le pied du serpentaire est sur la bande de l'écliptique, mais son étoile principale est très éloignée. Mm. Voilà. Donc c'est pour ça que on n'en veut pas. On veut pas un zodiaque à 13, on veut pas un zodiaque à 14, ni à 15, ni à 16. Et puis autre chose, le zodiaque mésopotamien est quand même extrêmement relié au mouvement de la planète Jupiter, qui était la planète principale, c'était également leur divinité principale, qui était censée être représentée par Jupiter. Et le cycle de Jupiter, c'est 12 ans. Donc Mm. le chiffre 12 n'est pas un hasard non plus. Les Mésopotamiens, à qui on doit encore l'héritage de l'heure et de la division par 60, en 60 minutes, etc., en fait, 60, c'est aussi un multiple, 12, voilà, c'est un multiple de 12. Donc, il y a tout un système qui n'est pas décimal et qui est propre à cette harmonie particulière qui est 60, la base 12, etc. Qui Et est oui, et une ça c'est extrêmement intéressant de comprendre ça parce que de la même façon qu'on va retrouver le nombre d'or partout dans tout ce Oui, qui est vivant, hein, eh bien en fait en astrologie on va retrouver aussi des nombres sacrés qui oui, ont été choisis justement pour cette dimension sacrée. Et ça me fait revenir à ce que disait Jana Bojilova que j'ai interviewée dernièrement. Et qui dit que en fait l'astrologie n'est pas que le résultat d'observations humaines, il est aussi le résultat d'une canalisation, enfin du souffle des dieux en fait, hein, c'est-à-dire que ça vient d'une sagesse ancestrale et que derrière ça il y a vraiment toute la relation au sacré, à tout ce à qu'on ne fait. peut toucher. Hein. Exactement. Mais on est dépositaire, l'astrologue a une responsabilité, il est dépositaire d'un savoir multimillénaire et de lui dépend la diffusion de ce savoir, et de la continuité de la diffusion de ce savoir. Effectivement, ce rôle est sacré. Encore une fois, je reviens très rapidement, mais la métaphore que j'ai eue, tu es la porte-parole des étoiles, mais vous savez, je suis restée comme une imbécile avec ça. Euh, c'est une mission sacrée. Mais moi, les étoiles, je les aime. Voilà, j'ai une relation très très forte avec elles. Je les aime et j'ai l'impression que elles brillent sur mon chemin, elles sont sur mon chemin, même dans ma tête, quand je ferme les yeux, pour me souvenir qui je suis. Et oui, Mais et c'est justement ça qui est intéressant de replacer, je profite de replacer ça, c'est que étoile, ça vient de Esther. Et Esther, ça veut dire être. Et ouais, donc, dès lors qu'on s'intéresse à l'être, eh bien, il est normal de s'intéresser aux étoiles, puisqu'il l'astrologie. y a une parfaite corrélation entre les deux. Hein. Notre être, c'est vraiment cette étoile qui brille à l'intérieur, parce que le ciel étoilé ne se trouve nulle part ailleurs que à l'intérieur de nous. Et ça, c'est magique quand on comprend ça. C'est exactement magique et je suis d'accord avec toi parce que en plus, avec la pollution lumineuse, avoir un beau ciel, il faut être privilégié, vivre peut-être dans des îles du Pacifique où ils ont pas cette pollution, ou alors dans des endroits reculés où il n'y a pas de pollution lumineuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est un énorme luxe. Alors moi, j'habite le sud de la France, donc régulièrement, nous avons des ciels dégagés et on peut, moi, je lève de mon balcon, je lève des fois la tête, je vois les Orions, je vois, donc si je repère Orion, je repère les Pléiades, je repère le Taureau, etc. Donc, c'est toujours un enchantement. Mais la beauté des étoiles, je ne la vis que lorsque je ferme les yeux. C'est quand même triste parce que elle est beaucoup plus intégrée dans mon être intérieur qu'avec mes yeux physiques où aujourd'hui, bah voilà, tous les satellites, les avions, les pollutions des villes, on n'a même plus accès au ciel. Ça aussi, on nous en prive, ce qui est quand même extrêmement dommageable. Pourquoi? Parce que Oui. Il faut nos bien savoir ancêtres, aussi que la lumière n'existe que dans le noir. oui, absolument, et le noir, même ça, ils nous l'enlève. Ils nous foutent leur dark, mais ils nous enlèvent Ouais. la vraie possibilité de voir jaillir la lumière. Il faut savoir que nos ancêtres, certains de nos ancêtres, en particulier ceux à qui on doit les peintures rupestres, qui ont laissé des traces, donc des constellations, en particulier la constellation du Taureau et les Pléiades, sont omniprésentes sur des peintures rupestres qui sont vieilles de plus de 60 000 ans même. On les trouve partout sur Terre. Partout sur Terre, c'est une constante. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à des moments où l'humanité, ou une proto-humanité, où elle se retrouvait peut-être pratiquement sans rien, pour leur permettre de vivre, de survivre, d'être guidés et de continuer à vivre et de continuer l'aventure humaine, ils n'avaient que la lumière de la lune et des étoiles pour se repérer, en particulier la nuit quand les ténèbres tombaient. Parce que quand on a le soleil qui brille, ok, tout va bien, je vais bien, mais quand le soleil disparaît et s'il n'y a pas de lumière environnante, c'est le noir complet. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce que je relevais avec Patrice Bourriche, c'est qu'en fait, la première astrologie, elle était lunaire.
Et que, Oui, et parce qu'en fait, naturellement, on a pu constater l'influence de la Lune, qui était vénérée comme un dieu, DS même. ouais, une déesse, mais aussi parce on parle de l'homme, enfin, il y avait aussi cette L'homme-lune. Dans certaines l'homme-lune, hein, traditions, l'homme-lune, dans ouais. certaines traditions. Donc, c'est super Ouais. intéressant parce qu'en fait, la Lune, elle a un aspect féminin et aussi masculin, d'ailleurs, dans chaque planète, hein, et parce qu'on retrouve cette dualité partout. Mais donc, du coup, on pensait même que les femmes étaient fécondées par la Lune pour faire les Oui. enfants. Oui. Je suis en train de lire le livre de Esther, c'est pas son nom, enfin, sur la Lune, et c'est vraiment magnifique parce elle retrace vraiment tout ce rapport à la Lune depuis des millénaires. Et c'est logique parce que, en fait, s'intéresser à la Lune qui, elle seule existe dans le ciel étoilé, en fait, hein. Absolument. Le jour, on n'a pas, on voit rien, le soleil brille. Alors moi, j'adore le soleil, je suis solaire, donc j'adore le soleil. Mais le jour, tu as accès à rien. L'astrologue ne pouvait travailler que la nuit. Et oui, Alors, à l'époque, à Babylone, c'était les ziggourats, c'était ces espèces de pyramides où on pouvait faire des observations. Donc, les étoiles, les mouvements planétaires, les mouvements de la Lune, tu ne pouvais les voir que la nuit. Et accessoirement, la double astrologie solaire et lunaire a perduré très longtemps et il est notable, et moi je l'ai vraiment, mais je le constate tous les jours, les personnes qui sont nées la nuit et qui ont des thèmes nocturnes ne doivent pas prendre leur soleil comme luminaire, mais doivent prendre leur lune. c'est mon cas. Il Voilà, donc en fait, c'est souvent, ils ressemblent à leur lune, ils ont les caractéristiques de leur lune, et très souvent, j'ai des personnes qui me disent, mais moi je me reconnais pas, que ce soit en tropical ou en sidéral, je me reconnais pas dans la description, Sagittaire, je me reconnais pas. Et je lui dis, vous êtes né quand? Et en fait, on découvre que c'est des thèmes lunaires, enfin des thèmes nocturnes. Je lui dis, bah, regardez votre lune. Là, ça me parle plus. Ah, tiens, ma lune en Gémeaux me parle plus. Tiens, ma lune en Verseau me parle plus. Effectivement, j'ai le caractère plus du Verseau ou du Gémeaux, etc. Mais en fait, les thèmes nocturnes devraient prendre leur lune. Et du coup, c'est ce qui explique vraiment, parce que moi, je suis ascendant cancer et j'ai ma lune en scorpion. Et donc, Ah du oui. coup, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? C'est de révéler l'invisible et de révéler les secrets. Voilà. Ouais. Et sur ma chaîne YouTube, on ne trouve que ça, quel que soit le sujet que je traite, hein, parce que bon, ici on parle d'astrologie, mais je m'intéresse aussi à l'inceste, qui pour Ouais. moi, l'égrégore de la matrice artificielle dans lequel nous vivons. Et voilà, c'est ma passion. Donc, lune scorpion, C'est par lune exemple. en scorpion, dans les deux Voilà. sens. Et Toutes c'est vrai les qu'en différences tropical, j'avais une lune sagittaire, mais moi, qui ne ne m'avait parlaient jamais pas. parlé, qui ne parlait Eh pas du ouais. tout. Alors que là, waouh, lune scorpion, waouh. Mais bingo, ça match. Mais oui, et ça match. Et c'est la grande découverte, la grande révélation, c'est que, indépendamment de l'ego, parce que l'ego résiste, hein, le mien aussi, il a résisté. Puis à un moment, l'évidence, j'ai quand même un esprit qui fonctionne de façon scientifique et rationnelle. L'évidence, le réel, on peut pas lutter. Alors, je dis, il faut jamais défoncer l'ego. Il faut toujours respecter l'ego. Parce que d'abord, on a affaire à des êtres humains, on n'a pas affaire à des scorpions, des verseaux, des capricornes. Je suis désolée. Ce sont d'abord et avant tout des êtres humains. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a des gens qui sont ouverts, plus ou moins. Et il y a des personnes à qui ont baigné toute leur vie au niveau de l'ego, de la matrice, comme tu le dis si bien. On leur a dit qu'ils étaient lions parce qu'ils sont nés début août. Et alors moi, j'arrive avec mes gros sabots, un mec avec ma tête avant délacée, je dis, maintenant, vous êtes nés sous la constellation du cancer. Il y a certaines personnes, ça fait sens, parce qu'elles ont déjà un peu travaillé sur elles, voilà. Et elles acceptent et elles vont découvrir et elles se rendent compte que finalement, bah oui, c'est le cancer, pour plein de choses. Mais il y en a d'autres, elles résistent, l'ego ne veut pas. Ah non, non, moi je suis lion, je veux rester lion. J'ai eu le cas une fois, une femme qui vient me contacter il y a au moins 4 ou 5 ans. Elle me dit, je voudrais que vous me fassiez mon thème. J'ai dit, OK. Mais j'ai suivi votre vidéo là. Vous dites qu'en fait, si je suis ce que vous dites, je deviens cancer et je veux pas. Vous pouvez pas me faire mon thème, mais en gardant le lion. Je lui ai pas dit franchement, mais spontanément dans ma tête, je me dis, mais je suis pas une pute. Moi, je veux pas me donner du pognon. Mais alors, je suis un peu brute de décoffrage, c'est mon côté bélier, hein. Mais finalement, j'ai dit non, je peux pas, je peux pas vous raconter du pipeau, vous broder un roman sur qui vous pourriez être. Faites, vous n'avez pas besoin de moi pour ça et vous n'avez pas besoin de payer. Donc non, ou je vous fais un thème astral et je vous le fais en alignement avec ce que je suis, avec ma vérité, voilà. Ou bah vous allez demander un tropicaliste. Il y a plein de gens qui seront contents de gagner de l'argent. Et en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça vient vraiment exprimer que finalement, tout ça, c'est très humain parce que ce qui va caractériser l'humain, c'est que
il va préférer rester dans une zone de connu sur lequel il s'est structuré, sur lequel il a pu Se arriver bâtir, à un bâtir soi équilibre. personnelle. Donc, il va préférer rester dans cette zone de confort plutôt que de s'ouvrir à l'inconnu qui risque de complètement le déstabiliser. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont découvert le sidéral se sont retrouvés complètement déstabilisés Absolument. et ouverts à un autre monde. Et c'est pour ça, et c'est là où je vois aussi cette reliance au sacré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on lève le voile. On, Ouais. on lève le voile sur une autre réalité de la vie Beaucoup et de plus l'humain, en vaste. fait, hein. Mais Beaucoup en fait, plus ça, vaste. c'est un processus qu'on retrouve dans plein Le de domaine? domaines Ouais. et qui, aujourd'hui, malgré la souffrance dans laquelle la Terre, les humains se trouvent, ils préfèrent rester dans leurs Dans le ornières, connu. Mm. dans le connu, plutôt que de s'aventurer dans... Alors, heureusement, pas tous. Heureusement, il y en a qui sortent Eh de oui, leur ornières. parce que le connu, la matrice est beaucoup trop douloureuse. J'aime beaucoup la métaphore de dire, en réalité, par exemple, je chose du 41. Mon pied, il faut que je prenne du 41. Mais je me suis conformée et j'ai mis du 39 toute ma vie. Le jour où j'accepte de mettre pour la première fois du 41, mes pieds vont vont sortir de la souffrance. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, il faut comprendre que si on passe à un niveau supérieur, on accepte de lâcher la souffrance, on ne revient pas dans un espace de souffrance. Alors, quand l'ego est trop à l'étroit, donc dans ses chaussures en 39, là, il est prêt à changer. Là, le changement est possible. Mais tant qu'il y a un équilibre et des bénéfices secondaires à ne pas changer, on gardera le statu quo. Et on est tous pareils. Ce sont des calculs qui sont faits au niveau mental. Pourquoi? Parce que c'est une question de, effectivement, d'équilibre du système, de survivance personnelle, de survivance psychologique, parce que une situation de souffrance est parfois préférable parce qu'on la connaît bien, on a l'impression d'avoir fait le tour, on a l'impression qu'on peut dealer avec elle, plutôt une situation où on est totalement dans un cadre où on perd nos références. Mm. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes qui sont dans la maltraitance au quotidien préfèrent rester avec un compagnon violent plutôt que de faire la démarche de se libérer, de s'autonomiser. Tout à Des fait. fois, on se dit, Alors, c'est pas uniquement cette raison-là, je peux oui, alors l'affirmer. c'est ton domaine, donc J'ai voilà. travaillé avec les femmes victimes de violences, mais ceci dit, oui. Mais comment dire, il y a certains astrologues, et notamment, j'ai un cas proche de moi, hein, d'une femme que j'apprécie beaucoup, qui fait du tropical et qui est très ouverte au sidéral, mais qui dit, en fait, le tropical, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est admis communément. Donc, du coup, moi, voilà, je ne suis pas de midi Je à suis 7 la heures. mouvance. Voilà, elle suit la mouvance. Voilà. Mais Est-ce que tu te souviens de l'anecdote de Jacques Dorsan dans son bouquin Retour au zodiaque des étoiles? Vous n'êtes pas né sur du signe que vous croyez. Jacques alors, Dorsan. C'est un je ne maître. l'ai pas lu tout simplement parce qu'on ne le trouve pas sauf à des C'est prix introuvable. absolument Eh ouais. plus de 100 Alors, euros. Hein. Patrice Bourriche cite d'ailleurs la référence dans je sais plus quel tome de son livre parce que alors moi j'ai la chance, je l'ai le bouquin de Dorsan, il est dans ma bibliothèque, il est à côté de moi, c'est un fondamental, ça fait de nombreuses années que je l'ai et voilà, c'est précieux. Mais à un moment donné, il cite une anecdote où ils sont à un dîner, une conférence d'astrologues, il y avait Denis Labouré, il y avait Elisabeth Tessier, etc. Plusieurs astrologues et Jacques Dorsan qui était quand même membre éminent de la Fédération des astrologues américains, hein, c'est quand même une sommité, hein, c'est un sidéraliste, une sommité. Et hors frontières, hors pays, bien comme d'habitude, à l'étranger. Et à un moment donné, il y a Elisabeth Tessier qui dit comme ça à Jacques Dorsan, mais vous savez, monsieur Dorsan, c'est vous qui avez raison, c'est votre zodiaque qui est le bon. Mais vous comprenez, si on change, on perd notre clientèle. Bah, c'est tout simplement. Quand pendant 30 ans, 40 ans, on va dire aux gens, vous êtes ci, vous êtes ça, puis du jour au lendemain, ben non, effectivement, ça fait 40 ans que je vous raconte du flan. Non, en réalité, c'est ça et ça et ça. Mais c'est pas possible. Alors, de deux choses l'une, ou on maintient le mensonge, entre guillemets, ou l'idée, et à ce moment-là, tout notre univers risque de basculer, ou, enfin dire, non, ou on maintient et voilà, rien ne change, ou on change, et là, l'univers risque de basculer. C'est-à-dire au niveau économique, au niveau... C'est une remise en question à tous les niveaux. Et c'est terrible. Alors, j'ai une question que j'ai posée à Patrice Bourriche et puis à Jana Brujilova. Donc, Patrice Bourriche, lui, parle de l'imposture du zodiaque tropical et lui, il dit ça ne fonctionne pas. Mm. Jana, elle, est plus nuancée et elle dit je n'ai pu que observer la pertinence du tropical dans certaines conditions, dans Ouais. certaines. Voilà.
que tu en penses, toi, Alors, personnellement? j'ai été interpellée, c'est une super question parce que j'ai écouté la vidéo que tu as fait avec elle et j'ai effectivement eu ce passage-là. Alors, moi, en troisième cycle de formation, j'avais proposé, quand j'ai présenté, le troisième cycle pour moi, c'est les outils de l'astrologue, c'est-à-dire révolution solaire, transit, progression, et en particulier, je leur ai fait un cours sur l'astrologie horaire. Et effectivement, la tendance est de dire que l'astrologie horaire marcherait qu'avec du tropical. Alors j'ai dit, on va jouer le jeu. On s'est séparés en deux groupes. On a pris un cas concret. Et en fait, c'était en lien avec ce qui se passait, je crois, au Proche-Orient. Il y a en 2023, le début de l'embrasement du Proche-Orient, je crois. Et la moitié du groupe a fait l'analyse horaire, donc le thème horaire en tropical, et l'autre l'a fait en sidéral. Alors peut-être que vibratoirement, on a créé une influence dans un sens plutôt qu'en un autre, mais les résultats en sidéral étaient les plus pertinents, percutants, profonds, avec ramification et nous projeter dans quelque chose. Voilà. Ce qu'on a eu en résultat tropical était pas inintéressant, mais tu sais le sentiment que c'est une coquille vide, que comme une impasse, quelque chose qui enferme. On est tous d'accord, même ceux qui ont fait le test en tropical, on s'est tous dit non, finalement, ce qui marche le mieux et ce qui visiblement nous donne une perspective, c'est la réponse en astrologie sidérale. En D'ailleurs, Jana astrologie, le dit, hein, Jana le dit, puisqu'elle dit ça marche aussi en sidéral, mais mais oui, ça marche en tropical. oui, mais c'est vide de substance. Je sais pas comment l'expliquer ou c'est vide de substance. Ça donne des réponses, mais des réponses. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout à notre mental. Ça ne touche pas. Ça reste sur tu sais, sur la Oui, tout à fait. tridimensionnalité. Voilà, c'est une espèce oui, c'est matriciel, ça donne une réponse matricielle, mais une matrice dévoyée, là, dans laquelle nous vivons. Alors moi, c'est pour ça que je l'ai mais littéralement abandonné. Je ne fais plus aucune référence maintenant depuis pas mal d'années au système tropical. Et même en astrologie médicale, parce que j'ai aussi fait un cours de présentation de l'astrologie médicale, qui n'est pas du tout ma spécialité, hein, parce que c'est une spécialité à part entière, c'est énormément d'études. Je suis désolée. Les résultats, même sur les fondamentaux, sur l'ascendant, des choses comme ça, parce que l'astrologie médicale va beaucoup travailler avec l'ascendant. L'ascendant, c'est quoi? C'est avec le maître ascendant, c'est le maître de l'horoscope. C'est un fondamental. Eh bien, pour de l'astrologie médicale, si tu pars avec un maître ascendant qui est complètement à côté de ses pompes, je vois pas ce que tu peux faire comme pronostic médical. Je suis désolée. Mais bon, je suis peut-être un peu bélier, voilà, hein. Bon, voilà. Au moins, ça mérite d'être dit. Alors, juste, je voudrais revenir sur un point parce que tu parles de l'astrologie horaire. Moi, je ne connais pas l'astrologie horaire, bien que j'en ai vaguement entendu parler. Pour moi, et j'aimerais que les auditeurs puissent un peu mieux comprendre ce que c'est. Pour moi, un horoscope prend en compte l'heure de naissance. Donc, qu'est-ce Oui, que c'est exactement que l'astrologie l'astrologie horaire, horaire? c'est l'autilisation de l'astrologie comme outil divinatoire. Quand tu fais par exemple les tarologues ou ceux qui utilisent les cartes ou les oracles, ils ont ce qu'on appelle un tirage en croix. Tu sais, tu poses une question et à un instant T, tu poses ta question, tu prends tes cartes, tu fais un tirage en croix. Eh ben, c'est l'équivalent du tirage en croix, mais au niveau astrologique. Donc, l'idée, c'est que là, on est toutes les deux. Il est 13h52. Je ne sais pas où tu es géographiquement, mais moi, par exemple, je suis à Nice. Et je te dis, mais Marie, j'aimerais bien savoir comment va évoluer ton projet de mise en valeur de ton bouquin. Moi, je me pose vraiment cette question. Moi Ah, ben aussi. Valérie, cette question, il est... Alors, voilà, nous sommes le 19 décembre, je crois, et il est 13h52. Eh bien, on va monter un thème horaire. On va prendre les références du moment précis où on pose la question. Et en fonction ben là, des outils, on va regarder où se pose l'ascendant, où se pose le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, etc., etc. Donc, il y a toute une grille d'analyse. Et tu vas avoir une réponse à ta question. Écoute, j'irai regarder ça tout à l'heure. 13h52. Alors voilà, moi j'ai mis à Nice, mais toi, tu poses ta question, tu fais un thème horaire. Alors l'idée, est-ce qu'on garde un thème horaire tropical ou est-ce qu'on garde un thème où on fait en sidéral? On est passé là, on est parti là-dessus avec mes étudiants. Et donc moi, alors j'ai dit, alors je dis quatre qui se sacrifient pour faire le tropical parce que moi je veux pas.
Alors, bon, donc on était, puis on a fait chacun, on a joué le jeu, on a fait l'analyse, et chacun, on a partagé ensemble. Et puis après, d'ailleurs, on a pris un exemple concret. Dans le groupe, il y avait une élève, une étudiante, elle se posait une question personnelle. Donc, du coup, bah, on va le faire dans les deux systèmes. On a fait un cas réel. Et encore une fois, ce qui était le plus parlant, le plus pertinent, ce qui vraiment, voilà, c'était la réponse en astrologie sidérale. C'est tout. Alors, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant, là, il y a quelques minutes, hein, et que je vais relever parce que tu parles de l'astrologie horaire comme étant un outil de divination Ouais, astrologique. ouais, Ça veut donc dire que potentiellement, et moi c'est surtout ça qui m'intéresse, l'astrologie n'a pas forcément cet aspect divinatoire. C'est-à-dire que pour moi, tel que je l'ai compris et tel que je ouais. l'utilise, c'est que l'astrologie est un langage Mm. un peu ésotérique, je l'avoue, parce que si on ne l'apprend pas, c'est difficile de le Oui, décoder, oui, mais oui, qui fait jouer aussi notre intuition, et parce que ça nous relie aussi à quelque chose de plus grand oui. que nous-mêmes, et que, en fait, ça vient quelque part amener ce qu'on appelle une carte, une charte, qui vient nous parler d'un potentiel. Et que, Oui. en fait, avec le même potentiel, avec la même carte, les individus vont pas forcément avoir la même expérience de vie, vont le vivre Tout à fait. différemment. Mm. Certains disent qu'il y a une histoire de libre arbitre. Donc, en Je fait, le dis aussi. voilà. Donc, voilà. Donc, je te soumets la question. Elle est. D'ailleurs, y a-t-il une question derrière tout ça? Oui, alors est-ce qu'on peut utiliser l'astrologie comme outil de divination? J'ai envie de te dire, ça existe. Donc, si ça existe, il faut pas nier le réel et il faut le connaître. Moi, personnellement, je n'utilise pas l'astrologie horaire et je n'aime pas utiliser l'astrologie comme pour la divination. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la divination, voilà, tu dis, bon, il va se passer ça, il y a telle chose, voilà, tu figes quelque chose et tu figes une manifestation dans le temps, alors qu'en fait, peut-être que les potentialités sont pas là ou que les choses n'ont pas été conscientisées. Euh, J'aime l'idée d'utilisation de l'astrologie comme outil de connaissance Oui. qui te permet de voir quelles sont les potentialités, mais la co-création, et c'est là où l'intervention du libre arbitre, hein, la co-création est permanente. Parce que moi, je me souviens d'une année, dans mon, voilà, entre guillemets, mon horoscope que j'avais fait, il y avait un passage, un beau passage de Vénus et programmation d'une rencontre, d'une belle histoire et tout. Mais j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de vivre ça et je n'avais absolument pas envie de vivre ça. Puis quand je suis têtue, moi, je dis non, je dis non. Donc, je me fais en sorte que, de toute façon, ce serait quand même mon libre arbitre le plus fort et que si j'avais pas envie de rencontrer quelqu'un et que j'avais pas envie de m'embêter, m'enquiquiner dans une histoire de cœur, parce que j'étais pas du tout dans cette énergie-là, je ne me ferais pas parasiter par les pronostics ou entre guillemets, les prévisions ou les prédictions, qu'elles soient astrologiques ou ailleurs. Si j'ai dit non, je dis non. Alors, c'est aussi très intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, c'est vrai que les planètes peuvent nous parler d'événements extérieurs, voire de personnages, c'est-à-dire extérieurs, c'est-à-dire que Ouais, Vénus peut incarner, enfin Vénus, Mars, Saturne peuvent incarner véritablement des personnes que l'on va rencontrer dans notre tout vie à et qui vont fait. faire Ou des jouer situations. Hmm. ce qui se joue à travers l'énergie à proposer. Hein, Hmm. mais en fait, ce sont aussi elles sont reliées à des archétypes qui peuvent se jouer Ouais. à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que Oui, Vénus, c'est aussi notre féminin intérieur. Mars, c'est aussi notre homme intérieur. Et donc, du hmm. coup, la question du couple peut se jouer d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, souvent, en consultation, j'ai des personnes. Oui, voilà, je me suis séparée. Est-ce que vous croyez que je vais rencontrer quelqu'un? Et je me rends compte qu'il y a un conflit Vénus-Mars à l'intérieur dans leur thème. J'ai dit, vous devez d'abord recréer le couple intérieur. J'ai dit, pour moi, il y a un travail de thérapie, de guérison, de développement personnel aussi à faire sur le couple intérieur avant de le manifester extérieurement. J'ai dit, parce que sinon, vous avez toutes les chances du monde de revivre le même type d'expérience, délétère, désagréable, et voilà, que vous avez vécu jusqu'à présent, parce que je sens qu'il y a une grande scission et également peut-être une grande colère et le masculin et le féminin, Mars et Vénus, ne communiquent plus finalement à l'intérieur, on le sent bien à l'intérieur de la carte du ciel. Donc c'est effectivement important de conscientiser ça, que oui, ça peut être événementiel, mais que dans plein de cas, un transit astrologique n'est pas du tout événementiel. Par exemple, quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, donc moi, par exemple, je vous dis, j'ai une maison douce tellement énorme que tout se passe à l'intérieur de moi. Au niveau événementiel, il y a très peu de choses. Mais, comme tu l'as si bien expliqué, c'est au niveau de l'intériorité que se joue
les événements astrologiques, les transits, les difficultés, les blocages. D'ailleurs, en coaching, on le sait bien, hein, les obstacles ne sont pas à l'extérieur de nous, les obstacles sont d'abord à l'intérieur de nous. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne marche pas extérieurement. C'est parce qu'on a quelque chose à régler. Et ça, une carte du ciel te le dira toujours. Oui, Ça, oui. c'est extraordinaire parce qu'une lecture d'une carte du ciel, c'est vraiment, tu peux faire la base d'un développement personnel ou d'un coaching, hein, c'est Oui, extraordinaire. oui, oui. Et justement, pour en venir à cet aspect de connaissance de soi, c'est vrai que l'astrologie, voire même le zodiaque à lui tout seul, est vraiment une source infinie de connaissances de soi, de l'univers, des processus de la vie, et que rien qu'à travers la connaissance du zodiaque et des énergies qui sont véhiculées dans le zodiaque, et on entre dans la connaissance vraiment des processus de la vie, des Oui, grandes lois de la vie. Et c'est une source infinie, alors qu'il n'y a même pas encore en jeu les planètes, les positions des tout à fait. planètes, le dialogue entre les planètes et tout ça. Rien qu'avec le zodiaque, Mm. moi j'avais animé un atelier essentiellement sur la connaissance Les du 12 zodiaque et constellations. donc des signes, voilà. Mm, Et c'est d'une richesse mais infinie, quoi. mm, mm. Je commence toutes mes formations, le cycle 1 de formation, donc les basiques, je commence toujours par d'abord les 12 constellations. Et les derniers chapitres, c'est les maisons. C'est beaucoup plus, bien plus tardif, mais c'est d'abord les 12 constellations. Et effectivement, elles sont reliées, c'est un cercle infini, donc elles sont pas isolées, hein. C'est un ensemble de choses. Elles sont vraiment reliées entre elles et elles se parlent. Par exemple, alors c'est vrai, Orion n'est pas une constellation zodiacale, mais mine de rien, Orion a un lien avec une autre constellation zodiacale, c'est le Scorpion. Donc c'est très intéressant parce qu'on le voit par la mythologie, mais au départ la mythologie, effectivement, c'est une traduction de phénomènes astronomiques. Et quand on dit que Orion, lorsque Orion se lève, le Scorpion se couche, mais en fait, effectivement, c'est ce qui se passe. Quand une se lève, l'autre se couche. Et la mythologie grecque, en l'occurrence, nous relate le grand combat entre le Scorpion qui a été chargé de tuer Orion parce qu'il menaçait la vie sur Terre. Donc c'est un symbole énorme et le scorpion est chargé. Alors d'abord il va tuer les deux chiens du chasseur Orion qui sont Procyon et Sirius, donc la constellation du petit chien et du grand chien qui sont toujours qui accompagnent le chasseur Orion, donc les deux constellations. Donc d'abord le scorpion va tuer les deux chiens et après avec un combat où le scorpion va mourir, il va réussir à piquer au talon, au pied Orion qui va s'effondrer, etc. Mais au départ c'est vraiment une réalité, une réalité stellaire, ce qui est merveilleux, qui a donné un mythe, ce mythe qui, alors occidental bien évidemment, hein, parce que c'est les mythes, voilà, mais ce mythe qui aujourd'hui fait partie de notre inconscient collectif et avec lequel nos sociétés, notre civilisation s'est quand même construite. Ouais. Donc, le zodiaque est à la base de la construction de notre vision du monde et de la civilisation. D'ailleurs, tel que disait Jana lors de ma dernière émission, il a été démontré que l'astrologie était la première La religion. religion de l'être humain. Ouais. Et Il y donc, ça a fait une, partie de notre histoire. Il y a une astrologue, ça me fait rebondir, alors elle est tropicaliste, mais j'ai oublié son nom, c'est dommage. Elle a écrit, elle a une relecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament à la lueur exclusive de phénomènes astrologiques. Ah oui, C'est édifiant. ah oui, c'est intéressant. Ah, ça serait intéressant Faut que je le que retrouve, il est dans ma donc, bibliothèque, mais là, il faut que je lâche le plateau, l'ordinateur. Je te retrouverai tout à oui, l'heure, je oui, t'enverrai le nom. d'accord. Et puis, je le mettrai dans le descriptif. Hum. Voilà, Mais bon, c'est super. du tropical, mais néanmoins, les aspects, les machins, effectivement, Oui, c'est oui, merveilleux. parce que de toute façon, si les signes sont faux, les aspects entre les planètes restent Ça bouge toujours, pas, ça change pas. C'est ça vrai. change pas. Mm. Donc, c'est ça qui est intéressant. Cela dit, Et énergétiquement, il y a quand même une modification. Parce que, par exemple, moi, en tropical, j'ai un trigone Vénus-Mars, Vénus en Gémeaux et Mars en Balance. Dans le système sidéral, ma Vénus reste en Gémeaux, mais Mars passe en Vierge. Au niveau énergétique, c'est plus un vrai trigone. Pourquoi? Alors, au niveau du nombre de degrés qui sépare l'aspect, oui, ça, on va dire, c'est considéré comme trigone. Mais au niveau énergétique, le Gémeaux et la Vierge, alors c'est deux signes mercuriens, certes, mais ce sont des énergies qui sont quand même conflictuelles. mm, mm, Donc c'est vibratoirement, même si l'aspect en degrés ne bouge pas, parce que tout, voilà,
tout change de la même manière, donc c'est juste une translation. Au niveau énergétique vibratoire, parfois, c'est pas tout à fait la même interprétation. Parce que si on veut être puriste, considérer un trigone, il faut que ce soit dans des deux signes de même élément, si Oui, on veut être oui, puriste. oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors après, bon, on négocie, on négocie. On dit oui, ouais, il y a là presque 120 degrés, mais c'est deux constellations différentes. Bon, ok, on peut négocier. Mais si on est vraiment puriste, selon Oui. les, D'ailleurs, en astrologie hellénistique, ils considèrent un trigone par rapport c'est-à-dire que dès aux lors que éléments, les planètes se trouvent dans dans des éléments harmoniques, les mêmes éléments. voilà, des éléments harmoniques, c'est un trigone et il se fait royalement du degré. Voilà. Donc, du coup, l'idée, le trigone que tu avais, moi que j'avais dans mes signes d'air, entre guillemets, tropicaux, n'est plus du tout un trigone à la lueur de l'information. Voilà, c'est en ça que même si la séparation des planètes en degrés ne va pas changer, parce que tout va bouger en même temps, en réalité, dans l'analyse, la symbolique, et si on veut être honnête, il y a quand même un impact. Voilà. Alors, Valérie, nous arrivons au terme de cette émission. Ouais, déjà. Donc, quelques mots sur le fait que bah, tu fais effectivement de l'accompagnement individuel, tu fais aussi de la formation. Oui. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? Alors l'accompagnement individuel, ben, je fais des consultations, je fais des thèmes, je fais des révolutions solaires, je fais des transits. Donc ça, c'est on va dire le package de l'astrologue. Euh, Mon travail, je le présente surtout sur mon groupe Facebook parce que j'ai pas de site internet. C'est beaucoup d'énergie et du temps, je l'ai pas, voilà. Peut-être un jour, mais là j'ai ni les moyens ni le temps de me consacrer à ça. Donc sur le chemin des étoiles, ça s'appelle sur le groupe Facebook. Voilà, donc je présente mes fiches travaux. Et effectivement, ma passion, je crois, j'essaie de l'avoir transmis, j'espère en tout cas, c'est transmettre, enseigner. Donc, tous les ans, je démarre un nouveau cycle de formation au printemps, au mois d'avril, et où je fais des cycles, voilà, de base. Le cycle 1, c'est vraiment les bases, hein, donc partir des constellations avec les étoiles fixes. C'est un gros pavé de la formation. Évidemment, les planètes, les maisons, les aspects, les maisons, comment déterminer enfin, le tempérament d'un thème, comment déterminer également la dominante ou les dominantes. Voilà, tout ce qui permet d'arriver à la construction d'un thème astral. Là, j'ai un groupe qui termine son cycle en janvier, il reste deux cours. Et le but, c'est qu'au final, pour leur certification, au bout de 10 mois de travail, ils soient à même de monter un thème astral, de faire un thème astral et éventuellement de faire leur première consultation. Ça, c'est le cycle 1. Le cycle 2, c'est l'astrologie karmique. Et le cycle 3, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les outils, voilà, révolution solaire, astrologie horaire, progression, etc., etc. Donc, c'est en 3 cycles. Et je prends les élèves où je suis sûre qu'ils ont vraiment les fondamentaux. C'est pour ça que quelqu'un qui viendrait me dire, ouais, je veux juste faire le karmique avec vous, si je ne sais pas comment est structurée sa formation de base, je vais avoir des réticences. Des fois, on a des surprises. Voilà. Oui, oui, Voilà, voilà. c'est comme ça un petit peu que je fais. Je fais aussi des ateliers de temps en temps, oui, des ateliers orientation. Je vais le monter en février, je pense, cette année. Et puis, ce que j'appelle un cours zéro, un cours d'initiation que je fais au printemps pour donner des clés à quelqu'un qui ne veut pas forcément se former, mais qui veut juste des clés. Donc ça, je fais ça en mars. Et puis les conférences annuelles, je crois que tu étais inscrite, donc où je présente, voilà. C'est souvent pendant des heures. C'est très généreux, c'est beaucoup d'heures d'atelier. Ouais, ouais, c'est énormément de travail de préparation, mais voilà, ça permet même à des petits budgets d'avoir de l'information, etc. Donc c'est gagnant-gagnant dans le sens que j'ai beaucoup de gens qui viennent parce que c'est pas très cher, mais du coup je gagne sur la quantité. Voilà, et mon travail, voilà, il y a un équilibre entre la masse de travail que ça me demande à préparer et à animer, mais bon, voilà, c'est équilibré. Ça, c'est une fois par an, par contre. Alors là, bah, sinon c'est du marathon, hein. Alors Valérie, pour conclure, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'as pas abordé et que tu souhaiterais aborder là juste pour Alors, je terminer? vous ai parlé de mon gros coup de gueule sur les pseudos R du Verseau, etc. Euh, Autre coup de gueule aussi, il y a beaucoup de personnes que je respecte qui ont des chaînes YouTube ou qui ont une fenêtre de communication avec les autres, qui font de la cartomancie, c'est très bien, qui bricolent deux, trois trucs d'astrologie et encore qui se disent pas astrologues. Mais justement, un peu d'humilité, ne parlez pas de tout ce qui circule
Et il y a beaucoup de bêtises qui circulent, beaucoup de fausses informations qui sont d'ailleurs drainées et véhiculées par les agents matriciels, j'ai envie de dire, pour nous maintenir dans une espèce de watt aseptisé ou dans une espèce d'anxiété. J'ai un exemple. Il y a encore quelques temps, je l'ai entendu 2 fois de suite, ça m'a horripilé. Effectivement, il y a des événements astrologiques importants en 2025. Saturne va changer de constellation. Il va quitter sa constellation du Verseau pour entrer dans la constellation du Poisson. Je dis bien constellation. Mais comme on a presque un signe d'écart, ça veut dire que pour les tropicalistes, Saturne, pardon, va rentrer, soi-disant, dans le Bélier, donc dans le faux Bélier. Et la tradition astrologique enseigne que le Bélier est la zone de chute de la planète Saturne. C'est en toute méconnaissance, ignorance que on utilise, d'ailleurs beaucoup d'astrologues tropicalistes d'ailleurs n'utilisent plus du tout les exaltations parce que ça ne marche pas. Bah évidemment ça ne marche pas. Ça ne marche qu'en sidéral. Pourquoi ça ne marche qu'en sidéral? Parce que c'est un apport des Assyriens. Il y a 2800 ans environ, les Assyriens ont déterminé ce qui allait devenir les points d'exaltation des planètes. Et en fait, ces points d'exaltation sont liés à des étoiles fixes. La proximité de telle planète autour d'une étoile particulière, voire 2 étoiles, donne à la planète une puissance particulière. Donc, c'est même pas un signe entier, c'est un degré particulier. Voilà. Après, on peut l'étendre à la constellation, c'est pas grave. Mais plus la planète est proche de son point d'exaltation, plus elle revêt une puissance particulière. Or, effectivement, Saturne est en chute en bélier, mais autour de 21-23 degrés du bélier. Or, de la constellation du bélier. Et le temps que Saturne arrive à cet endroit-là, il va se passer quelques années. Donc, arrêtons d'affoler les gens en disant, oh, Saturne rentre en bélier, c'est sa chute, c'est la fin du monde. Non. Alors, il y aura certainement la fin du monde. Il y a des choses qui s'effondrent, mais ce sera certainement pas lié au fait que Saturne va toucher son point de chute. Loin s'en faut. Alors ça m'horripile. Alors après, les gens font ce qu'ils veulent, mais j'aimerais un peu plus de connaissance et d'humilité par rapport à ça. Parce que même les sachants, à un moment donné, on est face à des impasses, et on doit avoir l'humilité de dire, ben là, je sais pas ce que ça va faire, je sais pas ce que ça va donner. Mais on a des fondamentaux, et nos fondamentaux, moi, personnellement, je souhaiterais qu'ils soient respectés en connaissance de cause. Ouais, ouais. Mais tu fais bien. D'abord, c'est très intéressant ce que tu dis là. Et c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, avec cette connaissance qui est dévoilée et voire même qui se contredit, enfin, il y a beaucoup de confusion avec des informations contradictoires et qu'il s'agit vraiment de développer son discernement. Moi, je suis en train de préparer une vidéo là sur le sujet de cette confusion et de cette culture, de cette mise à nu, de se mettre à poil C'est sur, ça. sur, Oui, oui, sur les réseaux on fait sociaux. voir. Voilà, et qui vient toucher l'autre sujet qui me tient tellement à cœur autour de, bah, justement la profanation du sacré. Ouais. Et oui, 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 mais bon, parfois il faut aller dans l'expérience, il faut se faire avoir pour comprendre qu'il s'agit avant tout effectivement d'en revenir à soi, à son discernement, à son ressenti face aux informations, d'arrêter de gouroutiser des youtubeurs. Voilà, enfin, je crois qu'il n'y aura pas assez de cette vie, hein. C'est Non, vraiment non, le mais tu sais travail ce que je de dis l'humanité. souvent, ne me croyez pas, faites l'expérience, testez. Je dis, oui, mais Valérie, est-ce que je dis, c'est pas grave, ne me croyez pas. Prenez votre carte en tropicale, prenez votre carte sidérale et analysez-les objectivement. Et après, on en reparle. C'est ce que je dis. Testez, mais testez par soi-même. Expérimenter, ça s'appelle. C'est Ouais. le but de la vie, d'ailleurs, accessoirement, hein. On est sur Terre pour ça, hein. Expérimentons. Ok, bah écoute, vraiment, merci beaucoup Valérie, c'était passionnant, je me suis régalée, j'espère que les auditeurs se régaleront de la même façon. Eh bien, moi je continue les émissions sur ce thème, et puis vraiment au plaisir de pouvoir en refaire d'autres avec toi sur des sujets Avec plus joie. précis, on verra. Et voilà, Merci Marie. Merci pour tout, merci pour ton temps, merci pour ton sourire et énormément de succès du fond du cœur pour ton autre projet, qu'il soit illuminé de la lumière, de la vérité et des étoiles. Voilà. ouais, merci, 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 merci. Je te Eh fais un bien, gros je vous bisou. souhaite une belle fin de journée, ou peut-être que vous regardez cette vidéo dans la nuit étoilée. Et donc, une bonne fin de nuit. Bonne fin de nuit, bonnes étoiles. Au revoir. Ouais.
Au revoir, à bientôt.